Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, intéressons-nous à un ouvrage, ouais, on peut dire mythique de la philosophie analytique, La construction logique du monde. Der logische Aufbau der Welt, oui. Voilà, publié en 1928 par Rudolf Carnap. C'était une tentative, bah, un peu folle presque, de refonder toute notre connaissance. Mythique, tu dis. Bon, en tout cas, c'est une œuvre vraiment emblématique du Cercle de Vienne, ça c'est sûr. L'ambition était démesurée, quoi. Ah oui, Ben oui, montrer comment on pourrait, enfin, en théorie, hein, reconstruire rationnellement tout notre savoir, absolument tous nos concepts. tout, Carrément. oui, tout. Et ça à partir d'une base d'expérience minimale et de la logique pure. Imagine un peu le truc, un Lego géant de la connaissance, si tu veux. D'accord, je vois l'image. Alors, pour notre exploration, on va s'appuyer sur des textes de référence de cette période. L'idée de Carnap, qui était très inspirée par Frege et Russell, Yes. l'Oxytien. Tout à fait. C'était de suivre une règle d'or. Partout où c'est possible, il faut remplacer les choses qu'on suppose exister, les entités un peu floues, quoi, les entités inférées, voilà. Et c'est par des constructions logiques. Fini les trucs mystérieux. Exactement. Le but, en fait, il était double. D'abord, unifier la science, montrer que tous les objets, Les objets physiques, comme une table. oui, comme une table, ou même psychologiques, tu vois, comme une émotion. Eh ben, tout ça, c'est pas des choses en soi. Ah bon? Non, pour Carnap, ce sont des quasi-objets. Des constructions logiques complexes, quoi. Bâties à partir d'éléments de base, les fameux vécus élémentaires. Les vécus élémentaires, c'est-à-dire, ben, pense aux données brutes des sens, genre une sensation de couleur par-ci, un son par-là, avant même que tu dises «Ah, ça c'est une pomme rouge». C'est vraiment le matériau de base de l'expérience. D'accord, d'accord. Le niveau le plus fondamental. Et le deuxième objectif alors? Hmm. J'imagine que c'était aussi assez radical. Ah oui, complètement. Il s'agissait de tracer une ligne de démarcation super nette entre la science et la métaphysique. Ah. Le grand combat du cercle de Vienne. Exactement. Pour Carnap, un énoncé métaphysique, tu sais, le genre de phrase comme «l'absolu est parfait» ou des trucs comme ça, Mhm. eh ben ça, tu peux pas le reconstruire logiquement à partir de l'expérience, des vécus élémentaires. Donc conclusion, assez brutale, ce genre d'énoncé est dépourvu de sens cognitif. Carrément dépourvu de sens. Oui, au sens où ce n'est pas une affirmation sur le monde réel, tu vois. C'est juste du bruit conceptuel, si on veut. Seules les phrases de la science, celles qu'on peut au final réduire à des énoncés sur ces vécus élémentaires, auraient une vraie signification. Waouh, c'est une position hyper forte. Ça revient à dire que des pans entiers de la philosophie traditionnelle, c'est juste du blabla en gros. Ben, du point de vue de la connaissance du monde, oui, c'était un peu ça l'idée. C'était une approche qui se voulait neutre sur la question de la réalité ultime. Carnap y parlait de nominalisme méthodologique, D'accord. mais qui ramenait beaucoup de questions philosophiques à des choix de langage, de cadres conceptuels. Ce qui comptait avant tout, c'était la structure logique, la cohérence interne. Mais bon, un édifice aussi ambitieux, aussi rigide peut-être, ça a forcément dû susciter les critiques, non? On pense notamment à euh, Queen, Willard von Orman Queen. Tout à fait, oui. Keane a porté des coups assez durs à deux idées centrales de cet empirisme logique, des idées sur lesquelles reposait quand même pas mal le projet de Carnap. Lesquels? Alors d'abord, il a attaqué la distinction très très nette que faisait Carnap entre les vérités analytiques et les vérités synthétiques. Attends, juste pour qu'on soit clair, analytique c'est vrai par définition, genre tous les célibataires sont non mariés, c'est ça? C'est ça. Logique ou définitionnel. Et synthétique c'est vrai grâce à l'expérience, comme le ciel est blé aujourd'hui. Voilà, exactement. Pour Carnap et les empiristes logiques, cette distinction était absolument fondamentale. C'était la base. Mais Keane arrive et dit « Attention, ça c'est un dogme intenable. Ah bon? Pourquoi intenable? Mais parce que pour définir proprement ce qu'est une vérité analytique, tu as besoin de la notion de synonymie, de mots qui veulent dire la même chose, comme célibataire et non marié. Oui, logique. Mais comment tu définis la synonymie de manière rigoureuse? Soit tu tournes en rond, soit tu finis par devoir regarder comment les gens utilisent vraiment les mots. Et là, paf, tu retombes dans l'observation, dans l'empirique. La frontière si nette se brouille complètement, tu vois? D'accord, je vois le problème de circularité ou de contamination par l'empirique. Malin. Et le deuxième dogme que Keane a attaqué, C'était le réductionnisme. C'est l'idée que chaque phrase scientifique, prise toute seule isolément, pourrait être directement vérifiée ou bien réfutée par une expérience spécifique. ah oui, l'idée du test crucial pour chaque énoncé. Voilà. Et Keane dit « Non, ça ne marche pas comme ça.
Ce sont nos théories scientifiques prises comme un tout, comme un grand réseau, qui font face au tribunal de l'expérience. Une vision plus holiste, on dit. Exactement, holiste. Si une expérience contredit notre théorie, on ne sait pas exactement quelle phrase, quelle croyance est fausse. C'est tout le système qui est sous tension. D'accord. On doit ajuster quelque chose, bien sûr, mais on a souvent le choix. On peut modifier telle hypothèse ou telle autre, ou même remettre en cause une loi logique si ça nous arrange. Plusieurs options sont possibles pour rétablir la cohérence. La théorie est donc sous-déterminée par les faits. Donc on ne peut pas isoler une phrase et dire celle-là est vraie ou celle-là est fausse, juste en regardant le monde. Ça change tout. Ça fragilise énormément l'idée de reconstruire la science brique par brique à partir d'expériences pures et de logique pure comme le voulait Carnap dans Lovebow. Oui, forcément. Si la frontière entre le logique et l'empirique, l'analytique et le synthétique n'est pas si nette, et si les énoncés ne sont pas vérifiables un par un, eh ben le projet de construction logique devient beaucoup plus problématique, du moins dans sa forme initiale très ambitieuse. Mhm. Et Quine a aussi soulevé un autre lièvre, le problème de l'inscrutabilité de la référence. Oula, ça sonne compliqué. C'est l'idée que même si on est d'accord sur les phrases d'observation, tiens, un lapin, rien ne garantit qu'on découpe la réalité avec les mêmes objets en tête. Quand toi et moi on pointe un lapin, est-ce qu'on pointe bien la même chose? L'animal entier, une partie, une phase temporelle du lapin? C'est impossible à savoir avec certitude absolue. D'accord. Encore une couche de doute sur la possibilité d'une fondation parfaitement claire et partagée. Donc pour résumer un peu, la construction logique du monde, c'est une tentative monumentale, vraiment fascinante, pour clarifier, pour unifier la connaissance, Absolument. une œuvre majeure. Mais les critiques de Quine, elles ont quand même sérieusement ébranlé ces fondations. Surtout, cette séparation nette entre logique et expérience et l'idée de pouvoir vérifier chaque phrase individuellement. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si la structure logique de notre savoir et son contenu empirique sont si intriqués, si difficiles à démêler, est-ce que toute tentative de trouver une fondation absolument certaine, absolument pure pour la connaissance, n'est pas au fond une quête un peu vaine? Une illusion. Voilà. Une pensée stimulante pour poursuivre la réflexion après notre discussion. Tout à fait. À bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.